peut-être que vous connaissez ce chiffre, hein, un enfant de 18 ans aujourd'hui, enfin, ou un jeune adulte de 18 ans aujourd'hui, par rapport à un jeune adulte du 19e siècle, hein, il a gagné 400 000 heures de temps libre. 400 000 heures de temps libre, hein, sur toute sa vie. Hein. Mais alors, si j'enlève le sommeil, le travail, les études, le temps pour manger, l'hygiène, tout ça, hein, donc c'est vraiment 400 000 heures de temps libre, totalement libre. De ces 400 000 heures, il va en donner 330 000 à des écrans. Donc le temps qu'on a gagné grâce aux machines, on le rend aux machines. Sur les écosystèmes, bon, c'est assez clair. Hein. Et donc je pense que si vous êtes là, vous connaissez tous ces sujets-là, donc je n'ai pas besoin de vous faire un bilan socio-écologique de la planète, mais la planète, en gros, les écosystèmes sont essorés par notre performance. En fait, on est en train de faire l'expérience d'un burn-out planétaire. Ce sont les écosystèmes qui brûlent, littéralement. Donc il y a tous les sujets là, hein, crise climatique, effondrement de la biodiversité, pollution globale, on pourrait ajouter pénurie de ressources. Et donc là-dedans, en fait, il y a un mot qui sort hein, finalement, et donc là je reboucle avec ce que je vous disais au départ. Hein, quand vous lisez les rapports sur la question socio-écologique, le premier mot qui vient, c'est fluctuant, c'est variable, imprévisible, impensable, c'est le monde VUCA, c'est le monde banni. Enfin, il y a tout un champ lexical de la variation qui dit ça. On va rentrer dans un monde de plus en plus fluctuant qui est causé par notre suroptimisation, par le compas qu'on a mis sur la performance pendant des décennies. Alors juste, voilà, on arrive à un moment où en fait on se pose juste une question qui dépasse toutes les autres. Comment habiter le monde fluctuant ? C'est vraiment, il faut la prendre au sérieux cette question-là parce qu'on n'a pas déraillé suffisamment tôt du culte de la performance. On est encore sur les rails de la performance. Donc comment on fait pour habiter dans ce monde qui va être de plus en plus fluctuant et pour longtemps ? Comment on fait ? Alors c'est une très grande question, mais en fait la réponse on l'a sous les yeux. C'est ça qui est assez fou. Il suffit juste d'ouvrir les fenêtres et de regarder autour de vous. Il y a des êtres vivants partout qui sont là depuis des millions d'années et qui ont été capables de vivre dans des fluctuations, dans des mondes fluctuants qui dépassent ce qu'on peut imaginer. S'ils sont encore là, c'est qu'ils ont été capables de dépasser ces fluctuations, de vivre avec ces fluctuations. Donc comment font-ils ? Quels sont les secrets des êtres vivants qui leur permettent de vivre dans un monde fluctuant ? Est-ce qu'il y a des leçons à apprendre ? Alors la première chose, quand on regarde les êtres vivants, c'est très simple. Les êtres vivants, quand ils font face à des fluctuations fortes, à des pénuries chroniques de ressources, ils font de la coopération, de l'entraide. Alors ici, là, vous avez un exemple qui est bien pratique parce qu'à peu près tout le monde le connaît. Celui-là, c'est les fameuses symbioses racines-champignons. Donc les plantes font de la photosynthèse, donnent du sucre aux champignons, donc ça nourrit les champignons, et les champignons, en échange, absorbent de l'eau, des sels minéraux, même pour fabriquer même quelques vitamines, et tout ça, ça va nourrir la plante. Donc il y a un échange mutuellement bénéfique pour les deux parties. Et là, vous avez un schéma qui illustre un réseau d'interactions dans un sol forestier japonais. Vous voyez, les points rouges, ce sont des plantes, et les points jaunes et bleus, là, ce sont des espèces de champignons différents. Donc il faut vraiment voir qu'une plante interagit avec des tas d'espèces différentes. Pensez même à votre corps, hein, c'est la même chose. Hein. Vous savez que nous sommes des écosystèmes ambulants. Nous trimballons entre 1,5 et 2 kg de bactéries tous les jours. Des espèces de bactéries différentes, hein. Il y a tout un écosystème là. Tout ça, ça nous apporte évidemment des tas de fonctions, des coopérations de notre corps. Alors ça, c'est la première chose. Donc on dit, voilà, ok, donc dans un monde fluctuant, il faut coopérer, il faut multiplier les interactions. Et en fait, quand on regarde la société, et notamment les collectifs de citoyens qui sont soumis à des fortes fluctuations, ça arrive déjà. C'est le moment où on voit apparaître beaucoup plus les modèles coopératifs, participatifs, les scopes, les cycles, les conventions citoyennes, les sciences citoyennes, les recherches participatives. Tout ça, c'est des modèles où en fait, on augmente les interactions, la diversité des interactions pour inventer de nouveaux modèles. On se serre les coudes dans les moments difficiles, on pourrait le dire comme ça. Bon, ça c'est plutôt joyeux hein, finalement. C'est que le monde fluctuant va nous pousser à coopérer, mais il y a un mais. Il y a un mais dans cette coopération parce que parmi la galaxie de solutions de coopération, il y en a une qui a un peu dépassé toutes les autres, c'est la coopération numérique, la coopération digitale. Là, vous voyez une image, là, c'est une carte des câbles sous-marins dans l'Asie du Sud-Est. Alors d'ailleurs, vous voyez à quel point il y a peu de câbles, hein, donc comme cette infrastructure est fragile. Hein, de nouveau, optimisation, fragilité. Et surtout, en fait, c'est une forme de coopération qui est extrêmement performante. On peut avoir accès à toute l'information qu'on veut immédiatement. Ça, c'est par définition très performant, efficace, efficient.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on hybride la coopération avec le culte de la performance, on obtient une forme de coopération qui écrase toutes les autres coopérations. Et donc, en fait, quand on a inventé, dans la deuxième moitié du XXe siècle, cette coopération numérique, en fait, on a surtout fait une forme de canalisation numérique. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des enfants qui passent 12 heures par jour devant un écran. Là, on est très loin de la coopération. En fait, cette coopération très performante a canalisé la population. Vous savez, peut-être que vous connaissez ce chiffre, un enfant de 18 ans aujourd'hui, ou un jeune adulte de 18 ans aujourd'hui, par rapport à un jeune adulte du 19e siècle, il a gagné 400 000 heures de temps libre. 400 000 heures de temps libre, sur toute sa vie. Mais alors, si j'enlève le sommeil, le travail, les études, le temps pour manger, l'hygiène, tout ça, donc c'est vraiment 400 000 heures de temps libre, totalement libre. De ces 400 000 heures, il va en donner 330 000 à des écrans. Donc le temps qu'on a gagné grâce aux machines, on le rend aux machines. Donc là, on a quand même un problème. Oui, ça, c'est le monde de la performance qui nous canalise. Donc du coup, faut prendre la leçon du vivant un peu plus à la racine, si je puis dire. En fait, ce qui nous arrive, c'est qu'aujourd'hui, là, nous réalisons que nous sommes sur une autoroute. On va déjà très vite, depuis des décennies. Et puis les scientifiques nous disent, le brouillard se lève. Et qu'est-ce qu'on fait? On accélère. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, sur une autoroute, quand le brouillard se lève, je n'accélère pas. En général, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt de ralentir. Et on ne ralentit pas pour le plaisir de ralentir. On ralentit pour voir son environnement, pour interagir avec son environnement, parce que c'est plus imprévisible. Du coup, c'est ça que nous disent les êtres vivants. En fait, les êtres vivants, quand il y a une crise, ils augmentent les interactions, mais ils augmentent aussi les modes d'interaction. Il n'y a pas un mode d'interaction qui écrase tous les autres. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se réancrent dans leur territoire. Ou si je vous le dis différemment, quand on manque de temps, quand il y a urgence, quand c'est la crise, si on manque de temps, il nous reste les 3 dimensions de l'espace. Le temps, c'est la 4e dimension. Donc si on n'a plus de temps, il nous reste les 3 dimensions de l'espace. Donc ça veut dire se réinteragir avec son territoire, se réancrer dans son territoire. Et donc, il y a un exemple qu'on cite beaucoup dans le milieu écolo, c'est Pocheco, qui est bien pratique parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait finalement. C'est une entreprise qui fait des enveloppes à Lille et qui a décidé, en utilisant son foncier, de se réancrer dans son territoire, mais littéralement dans son territoire, son périmètre, quoi. Donc, par exemple, là, ils utilisent des plantes pour dépolluer les effluents des machines et avec ça, ils ont évidemment beaucoup moins d'empreintes territoriales, écologiques sur le territoire, mais ça produit aussi de la biomasse, donc ça leur donne une forme de résistance face aux fluctuations énergétiques, etc. Enfin, c'est tout un modèle finalement. Mais ça, c'est de l'ancrage territorial. Là, on est beaucoup plus près d'une forme de symbiose au sens où les êtres vivants l'illustreraient, quoi. Vous voyez, j'ai même mis Econic là parce qu'ils ont une collaboration avec une boîte qui fait de la phytorémédiation, donc qui dépollue les sols. Et quand on extrait les plantes du sol, on les brûle et dans les cendres, on va trouver du nickel. Et avec ça, ils arrivent à concurrencer les mines chinoises de nickel quand même. Parce que la concentration en nickel, évidemment, est beaucoup plus importante dans des cendres de plantes qui prélèvent le nickel du sol. Bon, juste petite parenthèse, mais on peut vraiment faire des tas de choses avec ça. Bon, très bien. Alors, du coup, là, on a des exemples. Vous voyez, on a la maladresse du numérique qui a tout écrasé, mais on a aussi des tas de projets territoriaux qui sont très inspirants.